Bonjour Vanessa Springora. Bonjour, Vous merci. publiez Le Consentement aux éditions Grasset. Je dois dire que j'ai été absolument bouleversé par votre livre qui est une histoire absolument abominable, une sorte de conte. Vous commencez d'ailleurs par évoquer les contes de Grimm, le livre de votre enfance, et je me suis dit finalement, ce qu'il y a d'absolument bouleversant dans ce livre, cette analyse que vous faites, ce récit, c'est le fait que jusqu'ici, nous n'avions ce conte que sous la plume de l'ogre. Et finalement, votre livre est le premier qui en finit avec le récit de l'ogre. Oui, je ne sais pas si c'est tout à fait le premier, mais en tout cas, c'était important pour moi effectivement de faire rentrer, dans le champ littéraire, la voix d'une jeune fille qui avait été, victime, et parce que c'est une voix qu'on n'entend jamais effectivement en littérature. Vous pensez, j'imagine, à Lolita de Nabokov. C'est un pendant de Lolita d'une certaine manière, et d'ailleurs, j'ai longtemps tourné autour du sujet avant de parvenir à l'écrire de cette manière, comme je l'ai fait aujourd'hui à la première personne, et j'avais pensé effectivement raconter l'histoire de Lolita inversée, du point de vue de la jeune fille, effectivement. Vous avez fait deux versions, je crois, de ce livre. Vous avez débuté une première fois par une écriture qui prenait un autre chemin, et puis vous êtes revenu sur votre ouvrage, Vanessa Springora. Oui, j'ai beaucoup tourné autour du sujet, j'ai eu surtout beaucoup de difficultés à parvenir à l'écrire, il n'y a pas eu une seule version ou 2 ou 3 ou 4, il y en a eu peut-être une dizaine en fait, ça fait plusieurs années que j'essaye. Ce qui est récent, c'est que je sois réussie à aller jusqu'au bout de l'entreprise finalement, en étant le plus honnête possible, c'est-à-dire en l'écrivant non seulement à la première personne, mais en me replaçant vraiment dans l'état d'esprit dans lequel j'étais à l'époque quand j'étais adolescente, en étant au plus près, au plus juste de mes sentiments d'alors. J'ai cru comprendre que ce qui vous avait véritablement décidé à écrire ce livre, Le Consentement, donc que vous publiez aux éditions Grasset, Vanessa Springora, et c'est le fait que cet écrivain, GM dans votre livre, Gabriel Matzneff, ait obtenu le prix Renaudot Essai en 2013. Oui, entre autres choses, alors ça fait partie des provocations qui pour moi, au titre personnel, étaient insupportables, mais il y en a eu beaucoup d'autres. C'est quelqu'un qui m'a poursuivi, harcelé toute ma vie. Heu, En 2013, il y a eu ce prix, mais en 2015, il a écrit sur mon lieu de travail, à la personne avec qui je travaillais, un nombre invraisemblable de mails pour essayer de rentrer en contact avec moi. Il m'a toujours écrit partout où il a pu, essayer d'avoir mon adresse ou de connaître des gens qu'on avait, en commun. Enfin, il a toujours essayé de maintenir son emprise, et d'ailleurs il continue à le faire, aujourd'hui avec la réponse qu'il a donnée hier, aux Parisiens. Non, à l'Express, pardon. Et En lisant votre livre, on se dit que finalement ce cauchemar qui vous poursuit est décrit avec de nombreux détails. Comment avez-vous fait pour mettre sur le papier tout ce que cette mémoire traumatique porte, Vanessa Springora? pour mettre sur le papier, il a fallu beaucoup de distance, et si j'ai réussi à le faire, c'est très curieux, très mystérieux, ce qui soulève un peu les inhibitions, ce qui fait sauter les verrous. On tourne autour d'une histoire, on n'y arrive pas pendant des années, puis un jour ça vient. Ça vient pour des raisons qui sont aussi un peu inconscientes, mais la véritable raison, je pense que c'est aussi le fait d'être devenue moi-même mère et d'avoir autour de moi des adolescents, et de comprendre, enfin, ce qui avait été très difficile pour moi, jusque-là, ce que c'était réellement que cet âge très particulier de grande vulnérabilité, de transition entre l'enfance et l'âge adulte, et qui est un moment où on est une proie évidemment idéale pour ce type de structure psychique, auquel, on a affaire, avec, cet homme, mais comme il y en a malheureusement de nombreux. La particularité, pardon, chez lui, c'est d'être écrivain, et donc de redoubler son entreprise de prédation par une exploitation littéraire de, cette, séduction et cette dépossession des jeunes filles et des jeunes garçons d'ailleurs, pour ce qui est des années 70, puisqu'il a commencé avec plutôt les jeunes garçons. C'est ça, voilà, qui le caractérise, qui fait sa singularité, on va dire, c'est en plus d'être écrivain et d'utiliser la littérature
pour pouvoir, continuer à assouvir ces pulsions qui sont malheureusement, pathologiques. Et le fait, qu'il soit écrivain pesait dans le milieu, dans lequel vous étiez élevé avec votre mère, puisque votre père était un père violent et absent, un homme, qui, a été, peu présent finalement de votre enfance. Vous racontez finalement comment cet adulte qui s'intéresse à vous au départ, eh bien cela vous a charmé, Vanessa Springora. Oui, bien sûr, pour qu'une histoire, de ce type puisse se produire, il faut un certain nombre d'éléments et notamment, il y avait effectivement chez moi un manque paternel, assez criant, mais il y avait aussi, une grande solitude. J'avais une mère qui était très prise par son travail, qui m'élevait seule, qui m'a élevée aussi dans ce milieu littéraire. Donc je côtoyais des écrivains depuis la naissance, je suis une enfant de la balle de l'édition, on va dire, et j'en ai gardé aussi de très bons souvenirs avec, des rencontres merveilleuses, mais malheureusement, il y a eu cette mauvaise rencontre. Heu, voilà, mais il fallait un certain nombre de conditions préexistantes, le fait d'être aussi très attiré par, les livres, la littérature, d'avoir, magnifié toute mon enfance la figure de l'écrivain et en l'occurrence, là, il s'agissait de quelqu'un qui avait une notoriété très importante dans les années 80, qui passait dans beaucoup d'émissions, littéraires, qui avait, son portrait dans les librairies que je fréquentais, enfin, voilà, qui avait cette notoriété, cet ascendant d'adulte. Il était beaucoup plus âgé que mon père, hein. Il avait 50 ans à l'époque quand j'en avais 14, donc c'était à la fois un adulte d'âge déjà mûr, on peut dire, et puis, quelqu'un qui avait l'aura de l'artiste, et pour moi, petite fille, et adolescente qui était très littéraire, très attirée par, cet univers, j'avais déjà très envie d'écrire à l'époque. C'était une figure forcément fascinante. Ce qui veut dire qu'à l'époque, pour vous, un écrivain ne pouvait pas être un homme méchant, Vanessa Springora? Oui, alors là, c'était totalement, heu, impensable pour moi. Impensable, qu'un adulte, qui déclare son amour et qui est par ailleurs un artiste et comme le disent, les intellectuels de l'époque, un grand écrivain, oui, c'était impensable pour moi qu'il puisse me faire du mal. D'ailleurs, c'est une fiction à laquelle beaucoup de gens ont cru autour de moi. Il a vraiment essayé de faire passer cette histoire pour une histoire d'amour, comme il continue à le faire aujourd'hui. Mais malheureusement, je crois que si mon amour à moi était d'une sincérité absolue, le sien est entaché quand même de soupçons, enfin, je pense que les écrits que j'ai découverts plus tard, dans son œuvre, montrent qu'il s'agit de tout à fait autre chose que d'amour, en ce qui le concerne. Quand vous le rencontrez, vous êtes en train de lire Eugénie Grandet, et vous êtes encore une enfant, Vanessa Springora, et c'est seulement après avoir été charmé par cet homme que vous avez commencé à le lire. Oui, alors j'avais commencé déjà à lire quelques-uns de ses livres, puisqu'il faut savoir qu'il y a toute une partie de son œuvre, notamment ses romans, qui sont tout à fait lisibles et irréprochables. Et puis il y a une autre partie plus sombre, qui est son journal intime, qu'il a publié pendant 30 ans, et quelques essais qui sont des pamphlets, notamment un pamphlet qui s'appelle Les moins de 16 ans, qui n'est pas seulement un pamphlet d'ailleurs, qui est presque, on pourrait dire, un mode d'emploi, pour, pédophiles, où il explique, comment, il doit organiser, la chasse aux gosses, qui doit rester un sport périlleux et défendu, comment il choisit, ses proies dans des familles, toujours désunies et chaotiques. Enfin, c'est de cet ordre-là, qui est un livre qu'il avait écrit dans les années 70, qu'il m'avait rigoureusement interdit de lire et que j'ai fini par, trouver dans sa bibliothèque et lire pendant que je vivais cette, relation avec lui, oui. Et ce que vous réalisez à ce moment, Vanessa Springora, c'est que l'enfant que vous êtes n'est pas un enfant aimé en tant que personne, mais en tant quasiment que catégorie. Oui, c'est très juste. Non seulement je prends conscience de ça, à ce moment-là, que c'est pas moi qui l'aime, c'est ce moment de l'adolescence, ce moment très éphémère qui est évidemment appelé à d'ailleurs à se terminer assez vite et qui est
une enveloppe charnelle, un corps d'adolescent. C'est ça qu'il aime chez moi, bien évidemment. Mais alors, on se dit comment cela se fait-il qu'il n'y ait pas eu des signaux d'alerte de votre mère, de votre père? Alors, père absent, mère, je vais vous laisser d'ailleurs utiliser le terme qui vous paraît adapté, Vanessa Springora. Non, il y a eu quelques alertes, pour être tout à fait honnête, et je l'écris dans mon livre. Il y a une personne qui a écrit une série de lettres anonymes qui ont été envoyées à la brigade des mineurs à l'époque, mais qui sont restées sans suite. Et ma mère avait employé le mot pédophile à son égard dès la première fois, enfin, quand je lui ai annoncé qu'il m'avait écrit, qu'on s'était donné rendez-vous et que cette histoire avait commencé. Mais je ne l'ai pas prise au sérieux parce que j'étais une adolescente un peu rebelle à ce moment-là et que ce mot me paraissait ne pas correspondre à ce que j'étais en train de vivre, puisque j'étais dans cette période de l'adolescence où on a tendance à se croire déjà adulte. Et donc je ne me reconnaissais pas dans le statut d'enfant et le terme pédophile, pour moi, était associé à l'enfance. Donc ce serait faux de dire qu'il n'y a eu aucune alerte. En revanche, il n'y a eu aucune tentative finalement pour mettre fin à cette histoire. Heu et c'est vrai que j'allais au lycée, d'abord au collège puisque j'étais en quatrième quand on s'est rencontrés. Il venait tous les jours me chercher à la sortie du collège. Personne n'a jamais réagi à cette présence un peu étrange de cet homme qui venait chercher une très jeune fille de 14 ans au collège. J'ai été hospitalisée à ce moment-là parce que j'ai eu des problèmes de santé. Hem, Personne à l'hôpital ne s'est étonné aussi des visites quotidiennes de cet homme à mon chevet. Même un La peu police a pire que été, ça, d'après ce que vous racontez dans votre livre, Vanessa Springora. oui, alors, je raconte qu'effectivement, j'ai subi une intervention gynécologique, à l'occasion de ce séjour, à l'hôpital. Mais je pense que le gynécologue, à sa décharge, n'était peut-être pas au courant parce que c'est des services différents. Moi, j'étais dans un service, d'infectiologie, n'était peut-être pas au courant que cette personne venait tous les jours, me rendre visite. Ça, à sa décharge, je ne peux pas être sûre qu'il était au courant. En tout cas, je lui ai expliqué les problèmes que j'avais, que mon corps se refusait en fait Mais vous étiez toute à jeune, il aurait pu, je ne sais pas. oui, j'avais 14 ans et effectivement, il a cru, enfin, il a pensé m'aider, je crois. Ça paraît effarant aujourd'hui, je le sais, hein, c'est pour ça que je l'écris, parce que moi-même, qui suis mère aujourd'hui, ça me paraît tout à fait monstrueux. Mais à sa décharge, je ne suis pas sûre qu'il avait conscience de ce qu'il était en train de faire, ce gynécologue, à ce moment-là. Et oui, parce que malgré tout, on voit, alors il y a l'aura littéraire de cet homme, de cet écrivain Gabriel Matzneff, comme vous le racontez dans Le Consentement, Vanessa Springora. Mais à côté de ça, il y a quand même beaucoup de gens qui ont la tête sur les épaules et qui se disent que tout ça est parfaitement anormal. Je suis pas sûre qu'il y ait eu tant de gens que ça. En tout cas, Vous dites peu de un personnes. passant, vous dites il y a à partir d'un moment ces lettres anonymes et du coup la brigade des mineurs qui entre en ligne de compte. Tout ça pour dire que on ne peut pas imaginer, je parle pour les jeunes qui nous écoutent, que à l'époque c'était perçu comme étant tout à fait normal et finalement une situation parfaitement anodine. Oui, si ce que vous voulez dire, c'est qu'on peut pas heu, généraliser, à l'échelle de toute cette époque, des années 80, un esprit totalement libertaire et débridé qui aurait autorisé, ce type de relation, entre une mineure et un adulte, particulier d'ailleurs, parce que c'est pas n'importe quel adulte, c'est quand même quelqu'un qui avait déjà donc écrit des textes, très militants, donc il y avait aucun doute sur sa nature. Mais effectivement, moi, c'est vrai que ces regards, je les ressentais dans la rue, mais je n'y ai pas vraiment pris garde parce que mon propre entourage, en revanche, était tout à fait complaisant à l'égard de cette relation. Et dans ces cas-là, on fait plutôt attention aux gens qui vous entourent. Mais Votre père se met en colère lorsqu'il apprend votre liaison avec Gabriel Matzneff, mais cette colère, semble-t-il, ne débouche sur rien. non, sur rien. Il a menacé de porter plainte, mais il l'a jamais fait. Hem, de toute façon, les quelques alertes qu'il y a eu comme ça dans mon entourage n'ont jamais été suivies, d'actes. Heu, je pense qu'il y a une sorte d'accoutumance, finalement,
Pour certaines personnes, il s'agissait de complaisance. Pour d'autres, il s'agissait simplement de on passe vite à autre chose. On se dit: «Bon, ben, c'est une histoire comme ça doit être une histoire d'amour puisqu'elle la vit, puisque personne ne dit rien autour d'elle, c'est que finalement il y a rien de grave». C'est difficile de me mettre à l'intérieur de l'esprit des gens autour de moi de cette époque. J'ai pu en parler avec ma mère, par exemple, qui elle, est vraiment dans le regret aujourd'hui de ne pas avoir été plus loin, de ne pas avoir été, heu, beaucoup plus interventionniste. Mais, elle, effectivement, était dans un état d'esprit qui ressemblait à celui de la fin des années 70, qui était: «Il est interdit d'interdire». Et À elle le quelques moments, regrette aujourd'hui, mais pardonnez-moi, je vous ai coupé. Ah, elle a quelques petits moments de lucidité. oui, elle a des moments de lucidité, mais elle est surtout dans la crédulité, face à lui, comme, beaucoup de gens étaient charmés par sa personnalité. De la même manière, il lui a promis, qu'il ne me ferait jamais de mal. Il lui a dit qu'il m'aimait et elle l'a cru sur le moment, elle lui a fait confiance. Et lorsque vos yeux se dessillent, puisque finalement c'est vous qui avez fait le travail consistant à découvrir qui était cet homme, vous le lisez, vous découvrez qu'il ne vous aime pas uniquement vous, mais qu'il a également recours à des petits-enfants, à des prostituées, à des âges, bon, vraiment de petits-enfants. Et là, vous, vous avez soudainement la nausée. Oui, c'était exactement ça, c'est-à-dire que tout d'un coup, je me suis, identifiée et je me suis aperçue que eux et moi, ces très jeunes enfants de 11, 12 ans dont il parle dans son journal, qu'il va, payer à Manille pour avoir des relations sexuelles avec eux, en essayant de faire croire là aussi encore que ce sont des histoires d'amour ou d'amitié, ou même qu'il leur rend service, en leur glissant un billet de banque, dans la poche comme il l'écrit. Hem, je me suis sentie tout à fait, solidaire d'une certaine manière, et j'ai compris que la manipulation dans laquelle j'étais à laquelle je enfin dans laquelle j'étais tombée, que j'étais face à quelqu'un qui était un prédateur, et pas comme il le racontait, un amoureux des enfants, mais un chasseur. Heu, Ce qu'il y a de terrible, c'est en fait quand on vous lit Vanessa Springora, on se dit que c'est à ce moment-là que vous êtes découverte enfant, parce que il y a eu une sorte de solidarité avec ces enfants, bon, qui le payaient, quoi. oui, mais ça a été, extrêmement violent parce que c'est le moment où j'ai commencé à lui demander des comptes. Il m'avait interdit de lire ses livres, j'ai fini par, braver l'interdit. Et à partir de ce moment-là, notre relation est devenue, extrêmement violente, et j'ai eu un mal fou à m'en dépêtrer. Ça a été, des mois et des mois de querelles incessantes, et c'est à partir de ce moment-là qu'il a essayé de me faire passer pour, une fille jalouse, une fille hystérique, une folle, comme il le fait d'ailleurs de tous les personnages, féminins qu'on retrouve dans son journal. C'est toujours la même structure, hein, il y a toujours une rencontre merveilleuse, une grande histoire d'amour, et puis tout d'un coup un brusque changement, et qui correspond à cette prise de conscience. Vanessa Springora, Le consentement, publié aux éditions Grasset. Et après avoir entendu Vanessa Springora qui publie Le consentement aux éditions Grasset, l'histoire de son histoire terrible avec Gabriel Matzneff, la manière dont elle a été abusée par cet homme qui est écrivain et pédophile et qui a fait plusieurs récits de la manière dont il a séduit cet enfant, mais aussi d'autres enfants. Nous recevons un sociologue qui a beaucoup travaillé sur ce thème, Pierre Verdrager. Bonjour, vous avez notamment publié L'enfant interdit, comment la pédophilie est devenue scandaleuse aux éditions Armand Collin. Vous avez lu l'ouvrage de Vanessa Springora, qu'en avez-vous pensé? Écoutez, j'ai lu fébrilement le livre de Vanessa Springora, dès que j'ai pu l'acheter, et je dois dire que, j'ai été, extrêmement agréablement surpris par ce récit qui me paraît d'une grande force, car j'y vois, une prise de position, extrêmement intelligente et subtile sur, l'expérience vécue par Vanessa Springora,
avec des qualités littéraires importantes, une forme d'expression extrêmement courte, concise, un sens de l'ellipse remarquable. Mais au-delà de ces qualités, bien sûr, qui sont à prendre en considération au premier plan, j'ai tout de suite pensé que ce livre était susceptible de déclencher un tremblement de terre et allait constituer, à mon sens, un jalon important dans l'histoire de la question pédophile, dans la mesure où un certain nombre de problèmes sérieux touchant au monde de la création, de l'édition, au monde intellectuel en général, ces problèmes-là sont soulevés dans ce livre. Et ce livre est une invitation à être, de ce point de vue, conséquent. Je veux dire par là que le fait de publier des choses, de laisser dire des choses, a des conséquences importantes sur la trajectoire des gens. Et je crois que ce livre pose aussi la question des valeurs qui ont cours dans les mondes littéraires et intellectuels. C'est-à-dire que j'en prendrai deux. Dans mon livre L'enfant interdit, je montre que le monde littéraire, intellectuel, ce sont des univers qui ont donné droit de cité à la pédophilie dans la mesure où ce sont des univers caractérisés par la valorisation extrême de deux choses. À la fois la singularité, c'est quelque chose de très bien décrit par la littérature, c'est-à-dire que c'est l'alpha et l'oméga de l'univers du monde de la création, d'être singulier. Alors ça se projette, ça se manifeste dans les systèmes de critères qu'on peut avoir quand on évalue une œuvre, avec évidemment le privilège accordé à l'originalité. Mais dans le domaine de l'action, ça peut avoir pour conséquence de valoriser le hors-norme, ce qui est étrange, etc. Et donc, de ce point de vue, la pédophilie, c'était le sommet du sommet. Et l'autre aspect, là, qui est non plus lié au domaine de la création, mais au domaine du monde intellectuel, là, c'est l'expression de la démarcation par rapport au sens commun. Et c'est vrai que dans la question pédophile, le fait de se démarquer du sens commun pour les intellectuels, ça a été moteur dans leur prise de position, puisqu'il s'agissait de rompre avec ce sens commun. Vous savez, la coupure épistémologique de Bachelard, c'est un concept qui plaît énormément à beaucoup d'intellectuels, qui se manifeste par la revendication. Rappelez-nous ce qu'est cette coupure épistémologique et en quoi elle s'applique. C'est une conceptualisation qui a été développée par Bachelard et qui a eu des relais extrêmement nombreux par rapport aux pratiques des sciences humaines, où penser, c'était considéré comme se mettre à distance du sens commun. On trouve ça aussi chez Durkheim sous d'autres formes, la rupture avec les prénotions ou la rupture avec le préconstruit chez Bourdieu, avec l'idée que penser, c'est se mettre à distance du sens commun. Et donc on a dans les mondes intellectuels et littéraires l'articulation de l'exigence de singularité et de distanciation par rapport au sens commun, qui fait que ce sont des niches écologiques, ces univers-là, pour donner libre cours, droit de cité à l'expression de la pédophilie. Alors ce qu'on a entendu au sujet de Gabriel Matzneff, c'est un grand styliste, un homme qui écrit admirablement bien, et c'est ce qui explique par exemple qu'il ait eu le Renaudot en 2013, le Renaudot Essai. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre Verdinger ? Écoutez, moi je ne suis pas critique littéraire, je suis sociologue. Je crois que vous avez fait des études de lettres. Oui, j'ai fait des études de lettres, mais ce n'est pas moi qui vais vous donner un avis sur la valeur littéraire de Gabriel Matzneff. Moi je vous répondrai en sociologue en constatant qu'à 83 ans, Gabriel Matzneff n'a pas beaucoup accumulé de capital de reconnaissance dans le monde littéraire. Par exemple, il n'a fait l'objet d'aucune thèse de doctorat littéraire, alors que vous savez bien qu'une des formes de valorisation ou de reconnaissance académique et sociale de la littérature, c'est d'être l'objet de descriptions universitaires par l'entremise de thèses. Donc là, on est quand même dans un phénomène littéraire qui perdure, c'est-à-dire que Gabriel Matzneff est publié très régulièrement. Il est publié chez Gallimard jusqu'à une date toute récente, puisque au mois de novembre a paru un tome. Ce qui est malgré tout une manière de légitimer. Ça ne vaut peut-être pas une thèse de doctorat selon vous, mais Gallimard, c'est, disons, l'un des grands éditeurs de la place de Paris. Bien sûr. Ça lui confère une légitimité. Mais naturellement. Et je pense à un autre auteur, c'est pour ça que je vous posais la question, je pense à Richard Millet, par exemple, qui avait publié un ouvrage qui était un panégyrique d'Andreas Breivik, ce criminel... Et cet homme avait été défendu sur le mode, c'est un grand styliste. Autrement dit, j'ai l'impression qu'en France, on a souvent tendance à défendre des auteurs au prétexte qu'ils seraient de grands stylistes.
c'est la question Ce dont je peux douter d'ailleurs. C'est un autre problème. Mais non, je pense que, d'ailleurs, le livre de Vanessa Springora soulève cette question-là, la question de l'universalité du droit. Hein. C'est ça qui est posé dans ce débat-là. Est-ce que le droit doit s'appliquer à tout le monde, ou bien doit-il y avoir des exceptions, des poches où ce droit ne peut pas aller? Et je pense, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la contribution de Springora est fine et, si vous voulez, raisonnée, c'est que ce qu'elle demande, c'est simplement une universalisation de l'application du domaine du droit. Et dans ce cadre, le monde littéraire ne doit pas échapper évidemment à ça. Et donc, la répercussion de ça, c'est le fait qu'on doit maintenant voir que relater dans des ouvrages littéraires le fait qu'on a des relations sexuelles avec des enfants de 8 ans à Manille, ça doit avoir des conséquences, y compris sur le plan judiciaire. Et là, je pense que ça interroge tout le reste de la société par rapport à l'inertie. Je veux dire que ce n'est pas remettre en cause la légitimité de la littérature ou de l'art en général, évidemment. Moi, je suis comme tout le monde un amateur d'art et de littérature, et ce sont des univers auxquels je suis extrêmement attaché. Mais je suis tout aussi attaché à l'universalité du droit, et ce droit doit s'appliquer à tout le monde. D'autant plus que, dans le cas de Gabriel Matzneff, les œuvres littéraires, en l'occurrence les journaux et les romans, servent d'instruments de séduction des proies sexuelles. Et donc là, ce rôle-là, il doit aussi être en considération. Alors l'autre thème, effectivement, qui est évoqué, c'est la manière dont la condamnation de Gabriel Matzneff, en l'occurrence, pourrait déboucher sur une forme de censure, sur une volonté d'interdire certaines œuvres littéraires. Alors, on a entendu différentes choses, ça dépend du périmètre. Alors, on parle de Gauguin, on parle de Nabokov, bref, vaste éventail de conséquences. Qu'en pensez-vous, Pierre Verdinger ? Alors, je vous ferai deux réponses par rapport à la prise de position de Springora par rapport à la censure. Elle est contre la censure. Elle parle de façon très poétique à la fin de la possibilité pour elle de découper en confetti les ouvrages de Gabriel Matzneff et de les disperser dans le vent. Je trouve que c'est une très belle image, mais il n'y a pas d'appel à la censure. C'est quelqu'un de très raisonné, et c'est un acteur du monde de l'édition. Vanessa Springora, elle est éditrice, donc par définition attachée à la liberté d'expression. À titre personnel, je suis tout à fait hostile à la censure. Je n'appelle pas du tout au fait que les œuvres de Matzneff soient interdites, etc. Mais être contre la censure et être très attaché à la liberté d'expression, comme doit l'être, à mon avis, tout intellectuel, ça ne veut pas dire qu'on peut qu'on doit s'empêcher de contextualiser les choses. On peut très bien publier les choses les plus abominables, mais on doit les contextualiser. C'est le rôle de l'éditeur de faire ça. Donc l'éditeur, là, est mis en question dans sa capacité à contextualiser ce qu'il publie. Et lorsqu'on a affaire à des livres qui peuvent être perçus comme étant des manières d'inciter à la pédophilie, il y a eu différentes polémiques en France à ce sujet. Comment, là aussi, prendre les choses? Qu'est-ce qu'il faut faire à ce sujet, Pierre Verdinger? Écoutez, moi je ne peux pas me substituer aux politiques, c'est au monde politique, au monde social en général, de décider de ces questions-là. Simplement, je reviens à l'universalité du droit. Le droit doit s'appliquer. En l'occurrence, Gabriel Matzneff n'a fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire. Il n'a pas été condamné, sauf erreur. Et je crois que ça interroge. Je crois que ça interroge tout le monde. Pourquoi rien ne s'est passé. Je crois que ça interroge aussi les soutiens dont Matzneff a pu bénéficier. C'est les soutiens financiers aussi de la part de l'État avec cette bourse du CNL, les soutiens privés qu'il a pu aussi avoir de la part de mécènes. Et je crois que ce livre de Springora est l'occasion d'une réflexion, parce que je dis toujours que la pédophilie met à l'épreuve le reste de la société. À chaque fois qu'il y a une affaire qui éclate, c'est toute la société qui doit s'interroger, à la fois les médias, le monde politique. Tout vibre dans cette question-là, tout résonne. Et j'ai beaucoup lu
qu'il y avait, à l'occasion de ce livre, un battage médiatique, etc. Mais je pense que c'est une manière très mauvaise d'approcher la chose et je trouve tout à fait légitime que les journalistes se saisissent de cette question. Et moi, ce que je peux faire, c'est les encourager à enquêter pour essayer de comprendre. Il ne s'agit pas d'organiser des chasses aux sorcières, c'est pas ça le problème. D'ailleurs, le langage de la chasse aux sorcières, c'est le langage des années 70 quand on défendait la pédophilie. Non, moi ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on aille enquêter et qu'on aille comprendre pourquoi Matzneff a été soutenu. Il faut aller interroger Philippe Solers. Pourquoi Philippe Solers ? Parce qu'il a publié Matzneff dans sa collection L'Infini à de nombreuses reprises. Il faut aller interroger Antoine Gallimard. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Quelles sont leurs justifications ? Il faut aller demander au CNL comment se fait-il que les allocations aux écrivains qui sont décernées par cette institution d'État ne sont pas publiques alors que les bourses de création le sont. Je le sais puisque j'en ai touché une pour faire ce livre-là. Et si vous voulez, il y a une exigence civique de transparence qui doit pouvoir s'imposer. Je connais les arguments du président du CNL pour préserver le secret de ces allocations, mais il dit qu'effectivement, il ne faut pas mettre dans l'embarras des écrivains impécunieux qui sont aidés de cette manière-là. Au-delà de ça, il y a deux traditions, deux tentatives de défense très différentes de la pédophilie dans l'histoire française, dans l'histoire intellectuelle française. Alors, il y a en premier lieu, et c'est ce à quoi on assiste, Pierre Verdrager, le procès d'un esprit 68, qu'en pensez-vous ? Qu'en est-il de la manière dont cet esprit 68 aurait justifié, défendu la pédophilie ? Alors, il est indéniable qu'à cette époque-là, la libération du corps était évidemment dans la tête de tout un chacun. C'était quelque chose qui était omniprésent. Libération de la contraception, de l'avortement, libération et normalisation de l'homosexualité. C'était quelque chose de absolument fondamental. Et dans ce cadre-là, moi je reviens souvent sur cet aspect qui, moi, m'intéresse en tant que sociologue de l'homosexualité. J'ai travaillé sur cette question-là aussi. Dans ces années-là, une part du mouvement LGBT était, comme on dit maintenant, était partie prenante de la défense de la pédophilie. Des acteurs importants, notamment Gérard Bach, par exemple, qui est un des pères fondateurs du PAC, c'était un militant pédophile aussi tout à fait convaincu. Alors, moi, quand j'analyse ça, j'essaye de comprendre. Il ne s'agit pas de mettre à l'index ou de faire une chasse aux sorcières, comme je disais tout à l'heure, mais de comprendre qu'à l'époque, un certain nombre d'acteurs du monde LGBT considéraient que la cause pédophile était à mettre sur le même plan. Et on considérait que c'était la minorité dans la minorité et qu'il fallait lutter de la même façon. Et que, à cette époque-là, donc, les seuils, la majorité sexuelle changeait, la majorité homosexuelle la majorité, je veux dire, civile, en 1974 change, la majorité sexuelle homosexuelle est alignée sur la majorité sexuelle hétérosexuelle en 1982. Et cet événement-là a été considéré comme annonciateur de quelque chose qui allait pouvoir venir. Et qu'est-ce que c'était ? Cette chose qui allait pouvoir venir, c'était la diminution de ces seuils de majorité sexuelle. On espérait qu'on allait passer à 14 ans, à 13 ans, voire qu'il n'y aurait plus du tout de majorité sexuelle. Mais quand on lit par exemple cette pétition qui a été faite, je crois, en 1977 en faveur d'une dépénalisation de la sexualité de l'enfant, parce qu'elle est présentée, c'est ça qui paraît complètement incroyable, comme une manière de reconnaître l'enfant dans ses désirs et de lui permettre de s'épanouir. On voit des noms qui ne sont véritablement pas circonscrits à telle ou telle tendance de la société. Il y a beaucoup d'intellectuels, il y a Simone de Beauvoir, il y a Daniel Salnave, on voit ces gens, bref, ils appartiennent à un spectre très large, pas du tout uniquement des penseurs LGBT. Comment vous l'expliquez, Pierre Verdrager ? Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à l'exigence intellectuelle de rupture avec le sens commun. Je crois que c'est quelque chose de tout à fait fondateur dans la manière d'être un intellectuel. Être un intellectuel, penser, ça veut dire se mettre à distance du sens commun. Et à l'époque, on considérait que la pédophilie et sa légitimation, c'était c'était une manière extrêmement forte de rompre avec le sens commun. Mais alors, je reviens quand même un instant par rapport à l'esprit de mai 68, et je ne voudrais pas laisser penser que la légitimation de la pédophilie était l'apanage de la gauche ou de l'ultra-gauche. J'ai trouvé en enquêtant
des prises de position de droite et d'extrême droite qui étaient à peu près sur la même ligne, alors avec d'autres arguments. Par exemple, à gauche, on aurait plutôt privilégié la symétrisation des rapports adulte-enfant en disant que l'enfant était une personne et que par conséquent, il y avait dans l'interaction sexuelle de l'enfant et de l'adulte une interaction entre personnes. Ça, c'était plutôt le cadrage de gauche de la pédophilie. Mais à droite, au contraire, on privilégiait l'asymétrie, asymétrie, en valorisant un rapport de force ou un rapport initiatique à l'antique. Hein. Mais, par exemple, j'ai pu constater que dans la revue d'Alain de Benoît, Éléments, Matzneff était quelqu'un, une espèce de héros, quoi, quelqu'un qui était très valorisé, avec une revendication aristocratique, du fait d'être au-dessus de la mêlée. Vous savez, chez Alain de Benoît et Matzneff, le racisme de classe est assez fort. Hein, alors ça se manifeste par des injures régulièrement proférées à l'encontre des gens ordinaires. Il y a beaucoup de choses là-dessus dans la presse, alors par exemple dans l'opinion aujourd'hui, sur le fait que Matzneff est un personnage un peu inclassable, mais disons que s'il y avait une dominante malgré tout dans les appuis dont il bénéficie, il serait plutôt situé à l'extrême droite. Oui, mais si vous voulez, je reviens là-dessus, c'est vraiment très important. C'est vraiment le Matzneff, l'écrivain, qui à la fois trouve Le Pen sympa et qui vote Mélenchon. Et ça, c'est un élément très important par rapport à ma démonstration, par rapport à l'idée de singularité. Le fait d'être inclassable politiquement, le fait d'être à la fois à l'extrême gauche, à l'extrême droite, c'est quelque chose d'absolument essentiel pour un personnage comme ça, parce que l'exigence de singularité fait qu'on est réduit si on est catégorisé sur un des pôles de l'échiquier politique. Donc, réconcilier les contraires, être nulle part, être partout en même temps, c'est le meilleur moyen pour Matzneff d'être écrivain singulier. À ce point-là, c'est-à-dire vous pensez que le fait d'être inclassable est une stratégie, et c'est en quelque sorte le moyen de montrer qu'on est au-delà des normes communes, des préjugés bourgeois qui seraient hostiles donc à la pédophilie. Je ne sais pas si c'est conscient comme démarche, mais moi c'est ma lecture. Et lorsque l'on reprend cette tradition dans laquelle Matzneff voudrait s'inscrire, d'écrivains comme Monterland par exemple, qui avait ce type de penchant, eh bien là aussi, comment l'interpréter, Pierre Verdinger ? Écoutez, c'est une généalogie intellectuelle qui est la sienne. Le fait de prendre appui sur une tradition, c'est une des formes de légitimation, de prendre appui sur une tradition littéraire. C'est une forme de légitimation qui passe par un enracinement dans la tradition littéraire ou dans l'histoire littéraire. Mais est-ce que ça veut dire qu'il existe en France une tradition d'écrivains pédophiles? Alors j'ai cité Monterland, des écrivains qu'il faudrait donc en quelque sorte relire pour voir un peu comment on peut les appréhender, Pierre Verdinger. Écoutez, moi j'invite tout le monde à relire si vous voulez. C'est un événement qui doit faire réfléchir. On peut effectivement relire cette tradition. Moi, quand j'ai lu la correspondance par exemple de Monterland et Perfit, j'étais très étonné de voir... Roger Perfit. Roger Perfit qui était, comment le présenter, un écrivain essayiste ayant commis toutes sortes d'ouvrages assez crapuleux. Voilà, donc c'était un ouvrage qui présentait les relations pédophiles aussi également sous un jour très favorable. Donc je crois que moi, dans ce travail, dans l'enfant interdit, j'ai ouvert des brèches, introduit à l'analyse de ce phénomène. Je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est un domaine qui est assez peu prospecté dans les sciences sociales. Maintenant, moi, je n'ai pas tout ouvert, je n'ai pas tout cherché, tout prospecté. Il faut continuer et je crois que ça doit être une rampe de lancement pour approfondir ces questions-là. Il y a aussi une manière de considérer l'enfant. Alors, il y a beaucoup de travaux historiques qui ont été faits sur l'enfant. Il y a notamment un historien qui a beaucoup compté dans l'histoire de l'enfant, c'est Ariès. Et Ariès, dites-vous, Pierre Verdinger, est finalement utilisé, instrumentalisé par une certaine forme de pensée légitimement, voulant dépénaliser la pédophilie. Expliquez-nous pourquoi. Alors, dans ces années-là, c'est un point très important que vous soulevez et sur lequel je me suis penché de façon approfondie. Les sciences sociales étaient très sollicitées par les défenseurs de la pédophilie pour défendre leur point de vue. Pour quelle raison ? Parce que
C'est dans l'identité même des sciences sociales, évidemment, d'être relativiste, c'est-à-dire d'observer les variations au gré du temps et de l'espace. Ça définit la démarche. Je me reconnais tout à fait dans ce programme. Je veux dire par là que c'est tout simplement être au contact avec la réalité que d'observer des variations. Et à cette époque-là, les arguments relativistes des sciences sociales étaient sollicités tous azimuts, précisément pour considérer que, historiquement, par exemple, les seuils de consentement avaient varié. Spatialement, on considérait certaines tribus primitives, dites primitives, afin de mettre en évidence le fait que dans ces tribus primitives, il y avait des contacts sexuels entre les adultes et les enfants, et qu'à partir de là, puisque ça pouvait exister dans d'autres cultures, que ça a pu exister à d'autres époques, évidemment c'est l'exemple classique de la pédérastie grecque, eh bien, la stigmatisation qui pesait sur les pédophiles était arbitraire, était construite et donc était susceptible de faire l'objet d'une déconstruction et d'un abandon. Donc, si vous voulez, nous, en tant que chercheurs en sciences sociales, ça nous pose question parce que le relativisme culturel, c'est évidemment la base de notre travail, mais ce relativisme culturel a été instrumentalisé par les militants pédophiles pour faire valoir leur cause. Et alors, chez cet historien Philippe Ariès, qui est donc le grand historien de l'enfance, il y a justement une manière de dire les choses sont construites, ce qui est une évidence en sciences sociales. Et chez Matzneff, on retrouve cela, puisque finalement, lorsqu'il tente de défendre, alors lui ne dit pas pédophilie, il dit philopédie. Lorsqu'il tente de défendre ces pratiques, il dit bah voilà, ça s'est fait depuis longtemps. Finalement, il y a une convention bourgeoise qui, comme le dit Philippe Ariès, s'est imposée au cours du XVIIIe, mais moi, je peux très bien aller avant et considérer que cette convention bourgeoise, elle doit être ignorée, Pierre Verdrager. Écoutez, oui, c'est l'argument relativiste mobilisé par les acteurs de cette époque. Ce qui est en présence est relatif, est variable, donc est potentiellement arbitraire. Si c'est potentiellement arbitraire, on doit s'en défaire, on doit le déconstruire et on doit faire émerger un autre monde. Le seul problème, évidemment, dans cette argumentation, c'est que l'argument relativiste est lui-même vulnérable aux usages des acteurs et que c'est pas parce que quelque chose est construit, est façonné, qu'il doit être abandonné. C'est ça le problème, c'est ça le trou argumentatif dans l'édifice conceptuel des défenseurs de l'époque, c'est qu'à aucun moment ils n'ont imaginé que le fait qu'on ait construit cet âge de la majorité sexuelle, par exemple, à 15 ans, ait pu être un acquis de l'humanité qui n'était pas forcément, qui ne devait pas être vulnérable à la déconstruction. Le fait que les choses soient construites ne signifie pas qu'elles doivent nécessairement être déconstruites. C'est pas quelque chose de conservateur, ce que je dis. C'est simplement que nous évoluons dans des mondes construits, dans des mondes sociaux construits, et que certaines constructions sont évidemment des acquis de l'humanité. Alors, aujourd'hui, les représentations sont en train de changer. La condamnation de la pédophilie est unanime. Et Ou presque. On voit aujourd'hui, en tout cas, les réactions qui accueillent, qui accompagnent la publication de l'ouvrage de Vanessa Springora vont dans ce sens. Ça a commencé à bouger, on le dit, en 1990, puisqu'il y a cette scène pendant l'émission Apostrophe qui a été largement diffusée sur les réseaux sociaux, où on voit Denise Bombardier, cette écrivain canadienne qui s'en prend à Gabriel Matzneff en lui disant voilà, au Canada vous ne pourriez pas faire ça. Il y a d'ailleurs un journaliste français, Guy Sidbon, dans le Nouvel Observateur à l'époque, qui lui aussi s'était insurgé contre l'impunité dont jouissait Gabriel Matzneff. Comment les choses évoluent-elles depuis 1990 ? Qu'est-ce qui s'est passé, Pierre Verdrager ? Écoutez, pour le monde LGBT, moi, ce que j'ai constaté, c'est que le journal Guépier, qui est évidemment le principal journal du monde LGBT à cette époque, reste pédophile jusqu'au bout, jusqu'en 92. C'est en 1994 que l'ILGA se sépare des revendications pédophiles, dans un processus quand même relativement tardif. Après, pour ce qui s'agit... Quel est le fait déclencheur, justement, de cela ? Alors, aux États-Unis, il y avait un penseur conservateur qui menaçait de couper les vivres à l'ILGA. Et donc, à ce moment-là, on a considéré qu'il fallait rompre toute mobilisation autour de la question pédophile. Mais je crois que plus profondément, de toute façon, cette question-là n'était pas du tout consensuelle dans le monde LGBT, bien sûr. Des tas de gens étaient contre le fait de prendre en considération les pédophiles et de les défendre. Mais je crois que ce qui a modifié beaucoup la donne, c'est l'émergence de l'apparition du sida, qui a mis au premier plan la question de la conjugalité homosexuelle
et par conséquent la question de la reconnaissance sociale de la conjugalité homosexuelle, et qui a abouti évidemment au Pacs et dans une période récente au mariage, et qui du coup a complètement éclipsé cette revendication-là, puisque l'agenda homosexuel a été construit ou reconstruit autour de la conjugalité, de la normalisation de l'homosexualité. Et dans ce cadre-là, la valorisation de la pédophilie, c'était plus du tout quelque chose de pensable. Et ce qui aussi aboutit au fait qu'aujourd'hui, on considère que de mettre côte à côte homosexualité et pédophilie, c'est quelque chose de complètement homophobe. Et c'est comme ça que maintenant, on cadre dans le monde LGBT la pédophilie dans une très large mesure. Bah, à juste titre, puisque si on prend les auteurs, même ceux qui ne s'inscrivaient pas dans la conjugalité homosexuelle, comme vous dites, je pense par exemple à Guillaume Dustan. Guillaume Dustan, lui, était très éloigné de toutes ces tentatives de justifier la pédophilie. Aujourd'hui, le combat contre la pédophilie est associé aussi à une ère de condamnation des violences sexuelles. C'est quelque chose qui semble aujourd'hui une déferlante contre laquelle rien ne peut aller. Comment analysez-vous cela, Pierre Verdrager? Pourquoi a-t-il fallu autant de temps finalement pour que cela devienne aujourd'hui quelque chose d'évident ou presque? D'évident ou presque, en tout cas dans beaucoup d'univers, mais pas tout à fait tous les univers. C'est vrai que... Quoi pensez-vous? Écoutez, on a vu des gens attaquer Vanessa Springora sur les réseaux sociaux. Des personnes d'un certain âge, bien souvent, il y a un clivage générationnel, je pense, par rapport à ces questions-là. Savigno a défendu Matzneff, Pivot a eu des positions... Josiane Savigno. Oui, donc qui faisait la pluie et le beau temps dans le monde des lettres, puisqu'elle a dirigé le monde des livres pendant des années. Et alors, qu'a-t-elle dit? Elle a pris fait et cause pour Matzneff en bloquant tous ses détracteurs sur Twitter. C'est un exemple, hein, c'est un peu anecdotique. Quel était le mode de justification? Écoutez... il faudra lui poser la question, je pense qu'elle pourra s'exprimer là-dessus elle-même directement. Mais on a aussi mis en cause, un certain nombre de personnages ont mis en cause la sincérité de Springora en disant qu'elle allait vendre plein de livres, ce qui est évidemment une réduction au marchand extrêmement critique, extrêmement négative, moi qui m'a fait penser aux arguments des années 70 où on disait que les parents portaient plainte contre les pédophiles pour toucher les dommages et intérêts. C'est ce à quoi ça m'a fait penser. Donc c'est vrai, la condamnation est encore, est évidemment dominante, très dominante, mais il y a encore des poches résiduelles, je dirais, où on peut encore considérer que Matzneff doit être défendu. Et je rappelle, comme je le disais tout à l'heure, que Matzneff a une existence publique, éditée, a des amis influents. Et ce monde n'a pas totalement disparu. Donc je veux dire que la controverse, pour une large part, est terminée, mais il y a encore, et ce livre permet de s'en rendre compte, des soubresauts. Et puis alors là, il faudra aussi analyser l'imagerie, presque l'inconscient de l'époque, la jeunesse des mannequins, enfin bref, toute une série de choses, Pierre Verdrager, qui peuvent attester d'une fascination malsaine pour la jeunesse. Oui, alors là, toutes ces études-là n'ont pas été faites. Hein. Il y a des chantiers en cours, enfin des chantiers qui doivent être ouverts afin d'examiner toutes les dimensions de ce problème dans le monde culturel. L'enfant interdit, comment la pédophilie est devenue scandaleuse, c'est le livre que vous avez publié chez Armand Collin, Pierre Verdrager.